Ah, la dissertation de philosophie. Pour beaucoup, rien que ces mots évoquent une épreuve un peu redoutée, une sorte de montagne d'abstraction et souvent beaucoup d'anxiété. L'objectif que l'on se fixe aujourd'hui, c'est justement d'opérer un complet renversement de perspective. On va, ensemble et pas à pas, décortiquer la mécanique intellectuelle de cet exercice, pour le révéler tel qu'il est vraiment. Non pas une simple restitution de connaissances, mais bel et bien l'apprentissage rigoureux et accessible de la pensée structurée. C'est l'art de poser un problème et de le résoudre par soi-même. Cette citation, issue d'un rapport de jury, nous plonge directement au cœur de ce qui est exigé en philosophie. La pensée, la vraie, elle ne commence jamais avec une certitude. Elle commence, nous dit le texte, avec un tremblement. Ce tremblement, c'est ce que les Grecs, Platon, Aristote, appelaient l'étonnement, le taumazen. C'est cette capacité à ne plus voir le monde, les idées, comme allant de soi. La dissertation, au fond, n'attend pas une réponse toute faite, elle attend que l'on fasse l'expérience de cette interrogation fondamentale. Alors pour aborder cette tâche avec méthode, voici l'itinéraire que je propose. On va commencer par bien comprendre la nature de l'épreuve, avant de parler très concrètement de stratégie, de gestion du temps. Ensuite, on entrera dans le cœur du sujet, comment on transforme une simple question en un véritable problème philosophique. Après ça, on parlera de l'art de la rédaction elle-même, puis on se mettra à la place du correcteur, et on terminera sur le but ultime de tout ça, apprendre à penser par soi-même. Commençons par le cadre, le plus simple. L'épreuve dure 4 heures. On a le choix entre 3 sujets, 2 sujets de dissertation et une explication de texte. Ce choix, c'est déjà la toute première décision stratégique. Surtout, ne pas se précipiter sur le sujet dont les mots semblent les plus familiers. Il faut prendre le temps de se demander sur lequel de ces énoncés est-ce que j'ai le plus de choses à interroger, lequel provoque en moi ce fameux tremblement de la pensée. Le meilleur sujet, ce n'est pas celui sur lequel on pense pouvoir réciter le plus de choses, mais bien celui qui donne envie de réfléchir. Voilà le malentendu qu'il faut absolument dissiper. Une dissertation, ce n'est pas une récitation de cours. Un correcteur ne cherche pas à avoir un catalogue de doctrines ou un musée de citations. Ce qui est évalué, c'est la capacité à mener une réflexion organisée. Il faut imaginer ça comme un architecte. Les auteurs, les concepts que l'on connaît, ce sont les matériaux. Mais c'est nous qui dessinons le plan, c'est nous qui construisons l'édifice. La culture philosophique, elle est là pour nourrir la réflexion, elle ne doit jamais, jamais la remplacer. 4 heures, ça peut sembler très long, mais en réalité, ça passe extrêmement vite. Une gestion vraiment rigoureuse du temps est donc la clé absolue pour aborder l'épreuve sereinement et pour rendre un travail qui soit terminé. C'est ce qui garantit de pouvoir penser clairement jusqu'au bout et ça évite la panique des dernières minutes qui peut littéralement ruiner des heures de bon travail. Bon, voici une répartition du temps qui a largement fait ses preuves. 15 bonnes minutes pour le choix du sujet, sans se presser. Ensuite, et c'est crucial, on consacre une heure entière, une heure pleine, au travail au brouillon. Il ne faut pas voir ça comme du temps perdu, mais vraiment comme un investissement. C'est là, pendant cette heure, que se joue toute l'intelligence du devoir. L'analyse, la problématisation, le plan détaillé. 1 heure de grouillon intense vaut bien mieux que 3 heures de rédaction confuse. Après ça, on se garde 2 heures et demie pour la rédaction. Et enfin, un minimum de 15 minutes pour la relecture. C'est non négociable. On aborde maintenant ce que j'appelle le cœur du réacteur philosophique. C'est l'étape la plus délicate, mais aussi la plus décisive. C'est le passage du sujet au problème. Un sujet, c'est une question qui nous est donnée. Un problème, c'est une difficulté que l'on construit, une tension que l'on met en lumière. C'est cet acte de construction qui est le geste philosophique par excellence. Problématiser, ce n'est donc pas reformuler la question avec d'autres mots, non. C'est un travail d'excavation intellectuelle. Il s'agit de faire apparaître la tension qui est à l'intérieur même du sujet. Pourquoi cette question se pose-t-elle ? Prenons un exemple classique, faut-il toujours dire la vérité ? L'évidence semble nous dire oui. Mais problématiser, c'est justement montrer la tension. L'exigence morale de la vérité se heurte parfois à la nécessité de protéger quelqu'un ou de préserver la paix sociale. Le problème n'est donc plus oui ou non, mais plutôt comment articuler une exigence qui se veut universelle avec la particularité des situations concrètes. Voilà, là, on a un problème. Ce processus, on peut le décomposer en 3 temps. D'abord, on analyse les termes. Prenant le sujet, transformer la nature, est-ce gagner en liberté ? Transformer, ça implique une puissance, une action. Gagner en liberté, ça suggère un affranchissement, une libération. Deuxième temps, on identifie le paradoxe. À première vue, c'est évident. L'homme qui transforme la nature, il se libère de ses contraintes. Mais cette transformation crée aussi de nouvelles dépendances. On devient dépendant de la technologie, de l'énergie. Et enfin, on formule la question centrale. Est-ce que la liberté que l'on gagne sur la nature ne se paie pas, au fond, par une nouvelle forme de servitude, peut-être plus discrète ?
Il faut vraiment insister là-dessus. Une bonne problématisation, c'est littéralement la colonne vertébrale du devoir. C'est elle qui va donner sa direction, sa logique, sa profondeur à toute l'argumentation. Une copie qui n'a pas de problème clairement posé, même si elle contient des connaissances intéressantes, ne sera qu'une simple juxtaposition d'idées et non pas un raisonnement qui se construit. Et ça, le correcteur y est extrêmement sensible. Une fois que le plan détaillé est bien posé au brouillon, on passe à la rédaction. Là, l'enjeu, c'est de traduire la structure de sa pensée en un texte qui soit clair, argumenté et fluide. La qualité de la langue est ici complètement indissociable de la qualité de la pensée. L'introduction, c'est un moment stratégique, c'est la carte de visite. Il faut la penser comme un entonnoir. On part du plus général avec l'amorce, une entrée en matière qui montre pourquoi la question est intéressante, puis on resserre sur les termes du sujet pour en définir précisément le sens. C'est de cette analyse que naît la tension, le problème, qu'on formule alors très clairement. Et enfin, à la pointe de l'entonnoir, on annonce le chemin qu'on va suivre. C'est l'annonce du plan. À ce stade, le correcteur sait exactement où l'on va et comment compte y aller. Un point qui est très souvent négligé, les transitions entre les grandes parties. Il ne s'agit pas du tout d'utiliser des formules toutes faites comme « dans un second temps ». Non. Une vraie transition, c'est un mini-raisonnement. Elle doit faire le bilan de ce qui vient d'être dit et montrer pourquoi il est logiquement nécessaire de passer à l'étape suivante. C'est ça qui assure la cohérence et le mouvement de la pensée. Cette formule, qui s'inspire de Kant, est un avertissement capital qu'on retrouve dans tous les rapports de jury. La philosophie travaille avec des concepts abstraits, c'est vrai, mais une pensée qui reste purement dans l'abstraction, c'est une pensée creuse. Le jargon, l'abstraction vide de sens, ce sont des défauts rédhibitoires. Chaque idée, chaque concept doit être incarné, illustré par des exemples précis. Prenons un cas concret. L'argument de Kant, qui dit que le travail nous libère de l'arbitraire de nos désirs immédiats en nous soumettant à des règles, eh bien ça peut paraître un peu abstrait. Mais illustrons-le. Prenons un consultant d'aujourd'hui. La discipline qu'exigent ses missions, la rigueur, les délais, la méthode, ça le contraint, bien sûr. Mais cette contrainte, elle est en même temps libératrice. Elle lui permet de développer des compétences, d'accumuler de l'expérience, de se perfectionner et au final, de devenir plus autonome intellectuellement. L'exemple ne fait pas que décorer, il donne chair à l'argument. Pour réussir, c'est essentiel de comprendre ce que le correcteur recherche et à l'inverse, ce qu'il sanctionne. On va donc adopter un instant sa perspective pour bien identifier les clés d'une copie valorisée et les erreurs qu'il ne faut surtout pas commettre. Ce qui fait la valeur d'une copie, ce n'est pas tant la quantité de savoir que sa cohérence. Remarquez bien, les qualités valorisées, la rigueur, la clarté du problème, la structure, tout ça, ça relève de la logique et de l'organisation de la pensée. C'est le signe d'un esprit qui maîtrise son propos. Et à l'inverse, les défauts majeurs, ce sont des fautes de pensée. La récitation, qui montre une absence de réflexion personnelle, ou le jargon vide, qui essaie de dissimuler cette absence, et bien sûr la forme, la qualité de la langue est le reflet direct de cette rigueur de pensée. Et voici une remarque tirée des rapports de jury qui doit à la fois rassurer et guider. Les correcteurs savent parfaitement faire la différence entre une absence totale de travail et une simple difficulté à formuler sa pensée. Ils sont formés pour repérer et pour valoriser ce qu'ils appellent l'effort de questionnement. Une copie qui se bat avec le sujet, qui tente sincèrement de construire un problème même si c'est maladroit, aura toujours plus de valeur qu'une copie lisse, élégante, mais complètement stérile, qui ne fait que réciter une leçon sans jamais se l'être appropriée. On arrive au terme de cette analyse, et donc à l'objectif fondamental de cet exercice, qui va bien au-delà du cadre d'un simple examen. Ce dont il s'agit, en dernière instance, c'est d'un entraînement à l'exercice de la pensée autonome. Cette recommandation est particulièrement éclairante. Penser par soi-même, comme le disait Kant, ça ne veut pas dire penser seul dans son coin en ignorant ce que les autres ont pensé. Au contraire, c'est penser avec les autres, avec Platon, avec Descartes, avec Nietzsche, mais en utilisant sa propre raison comme juge final. C'est être capable de s'approprier un problème, de le nourrir de ses lectures et de construire une réponse argumentée qui soit la sienne. Finalement, il faut peut-être simplement changer de regard. Et si la dissertation de philosophie n'était pas du tout conçue comme une épreuve qui vise à vérifier une quantité de savoir appris par cœur, mais plutôt comme une véritable invitation. Une invitation, le temps de 4 heures, à exercer sa propre faculté de jugement, à structurer sa pensée, et au fond, à faire l'expérience de la liberté immense que procure une réflexion menée avec rigueur. J'espère que cette exploration philosophique vous a apporté de nouvelles perspectives et vous a enrichi intellectuellement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la philosophie. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification
pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo philosophique est publiée.